Il y a Lacan cigare et Lacan mouchoir, Lacan accablé, Lacan vrai. L'étonnant est que ça donne comme la nervure exacte d'un gai savoir. Pendant un certain temps, on a pu croire que les psychanalystes savaient quelque chose. Mais ça n'est plus très répandu. Le comble du comble, c'est qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. En quoi ils ont tort? Car justement, ils en savent un bout. Seulement, exactement comme pour l'inconscient, dont c'est la véritable définition, ils ne savent pas qu'ils le savent. Dès 1950, Lacan avait mis en cause le rituel des séances chronométrées à 55 minutes imposé par l'IPA et destiné à préserver les patients et élèves en formation de la toute-puissance transférentielle des maîtres. Lacan pulvérise cette règle. Il invente celle de la séance à durée variable qui conduit l'analyste à intervenir dans la cure par des césures ou par des interprétations afin que l'analysant explore plus rapidement ses fantasmes inconscients et perdre moins de temps à énoncer des paroles vides. En 1971, Maria Bello, psychanalyste portugaise, décide de faire avec Lacan une deuxième tranche d'analyse après le suicide de sa sœur qui a bouleversé sa vie. Je crois que c'était dans les premières fois où j'étais venue dans le deuil de ma sœur, là. Et je me rappelle que je pleurais beaucoup et que j'avais pas de mouchoir. Bon, il s'est rendu compte et il s'est levé, il est sorti il m'a amené un mouchoir. Et puis bon, j'ai gardé le mouchoir parce que c'était un vrai mouchoir, c'est pas un mouchoir en papier comme on fait maintenant. C'était un vrai mouchoir de dame en dentelle, un très beau mouchoir. Je l'ai pris pour le laver, pour le lui rendre la fois d'après. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment un très vieux mouchoir et qui était déjà d'ailleurs déchiré parce que c'était en soie et c'était déchiré. Et dans mon truc là d'imaginaire, de transfert, j'ai passé quelque temps je ne sais pas très bien comment on dit ça en français, mais à réparer ce mouchoir, à faire une espèce de dentelle autour de cette déchirure qui en fait concernait beaucoup symboliquement, en fait, je crois, la déchirure qui m'avait amené chez lui. La qualité de sa présence faisait que ça déclenchait un travail. Chaque séance déclenchait un énorme travail analytique en moi et que j'arrivais chez moi, j'écrivais des lettres de plusieurs pages que chaque fois j'allais mettre dans sa boîte à lettres pendant l'intervalle des séances et je pense que tout ce que j'ai fait, j'avais fait quand même quelques années d'analyse avant, que toutes ces années-là ont été une espèce de préparation, de préparation à ce qui a été déclenché à ce moment-là.
À l'âge de 70 ans, angoissé de n'avoir pas assez de temps pour transmettre son enseignement, Lacan commence à prendre en analyse tous les disciples qui lui vouent un amour immodéré. Sans justification clinique, il transforma progressivement l'expérience de la cure en un laboratoire de l'extrême et finit par raccourcir à quelques minutes la durée de la séance. Lacan a en quelque sorte inscrit cette pratique, je l'ai même expliqué jusqu'à la dissolution même de la séance. D'abord parce qu'il ne pouvait refuser personne en analyse dans cette position de maître sollicité. Que d'autre part, sa passion lui donnait une écoute très particulière, même dans cette absence de temps, qui était remplacée dans le dispositif de la rue de Lille et de son appartement par autre chose. Ceux qui ont eu cette expérience des limites, en quelque sorte, et je dis bien de l'impossible, des limites, de quelque chose d'impossible, en quelque sorte, de cette séance ultra courte, ont pu en retirer des choses négatives, quelquefois des choses positives, mais ils ont participé à une aventure unique. Ce que j'ai appris dans l'analyse lacanienne, c'est beaucoup plus la façon de couper la science, c'est-à-dire la façon de se servir de l'arrêt d'une séance comme une interprétation ou comme une façon de faire sentir, de faire entendre, écouter au patient ce qu'il vient de dire ou ce qu'il est en train de dire. Je pense aussi que ce que Lacan faisait avec ces séances très courtes était très lié à ce qu'il était. Si on pense à l'époque où, cette époque-là, la grande époque, je ne sais pas comment c'était avant, que je n'ai pas connu, mais cette grande époque de l'école freudienne où il était presque mythifié, enfin il était mythifié par beaucoup de gens, qu'il avait vraiment besoin, par rapport au transfert, de secouer les gens et de faire des trucs que personne d'autre n'a eu raison de faire après, je crois. Le transfert, c'est l'amour. Vraiment et simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil? Je laisse pour l'instant la question en suspens. J'en ai donné une formule, et c'est à propos du transfert que j'ai parlé dans des termes qui sont plein de pièges. Comme d'habitude. Comme dans tout ce que je dis, bien sûr. Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit, justement, dans ce qu'il en est de l'inconscient? À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir. I think that it's very interesting that Lacan has been so successful in the literary departments of universities or the film departments of universities because there's there a love of theory, and he's been very marginalized clinically in the Anglo-Saxon world in general. Now, I think there's a complex reasons for this marginalisation of Lacan clinically. First of all, it is for the very good reason that his theory has been very influential within the university world, but for bad reasons that he has been really denigrated for his clinical work. Probably he was a difficult clinician to deal with, and I think there are all sorts of things that happened within his clinical practice which gained notoriety
in England, rumours, there were just rumours about the numbers of suicides and this sort of thing, that the very notion that Lacan was working at that psychotic edge frightened people, that he was working too close to psychosis, and there was something within his clinical practice which matched with his theoretical understanding, obviously, which, as it were, privileged the psychotic. And that was seen to be very dangerous, and perhaps it was. Contrairement à d'autres cliniciens, Lacan avait toujours accepté de recevoir en analyse des patients psychotiques ou suicidaires. Parfois, il ne parvenait pas à éviter les passages à l'acte. À la fin de sa vie, fasciné par les mathématiques, Lacan dessine des nœuds et des tresses, cherchant à formaliser en figures topologiques les trois éléments fondamentaux de sa doctrine. Atteint de troubles cérébraux, il perd progressivement la parole devant les auditeurs de son séminaire. Chacun regarde le vieil homme silencieux, privé de cette voix fulgurante et tragique qui avait tenu en haleine des générations d'intellectuels et de praticiens. Qu'est-ce qu'il a voulu faire par là, dans cette dernière période? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a, semble-t-il, parlé de moins en moins. Et il a voulu que quelque chose, dans une sorte de pythagorisme un peu étrange, l'usage des figures et des nombres, vienne signifier non plus simplement la rigueur des structures de l'inconscient, mais le réel lui-même. Le nœud était là pour essayer de transmettre, alors pas simplement le réel comme vérité, ou le réel comme indicible, mais le réel comme ce qui est là, dans sa plus grande nudité et sa plus grande insignifiance. La chute d'une ficelle et en même temps son enroulement. Qu'est-ce qui reste quand ça se défait? Un rien. Un rien, pas rien, un rien. Et en même temps que ce rien forme la chose la plus complexe, c'est-à-dire tous ces nœuds du langage à quoi nous sommes pris et qui tissent notre vie. Je n'imagine pas que quelqu'un qui était engagé comme il l'a été, avec une passion, non seulement du signifiant, comme il dit, mais de la vérité, au sens où il se sert de ce mot-là, qu'une telle passion de la vérité, là où le sens même du mot vérité était si difficile à faire entendre, hein, je n'imagine pas qu'une telle personne peut vivre autrement que tragiquement. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a aidé à résister à toute réponse agressive à Lacan. Parce que je pensais que, oserais-je dire, je n'oserais pas dire comme moi, mais je pensais que cet homme avait une responsabilité tragique à assumer, la responsabilité d'une tragédie à assumer, et que quelle que soit sa parade, son paraître, son apparat, etc., les scènes qu'il faisait, il devait y avoir de la blessure secrète là, et je l'ai senti, je l'ai pressenti en tout cas, et je l'ai respecté. Et il a été celui qui a le mieux, probablement de la façon la plus moderne, interrogé les rapports de l'homme à la vérité, de son désir nu. La question du réel, la question de la violence dans l'histoire, c'est l'homme d'après Auschwitz. Il l'a évoqué sans cesse, un petit peu comme les théoriciens de l'école de Francfort, c'est-à-dire il a vécu ce que Freud avait pressenti, c'est-à-dire la capacité de l'homme d'aller très très loin dans la destruction de lui-même. Lacan, c'est aussi la chute des illusions de la Révolution. Ça compte beaucoup. Qu'est-ce qui va rester quand on sera revenu de toutes les illusions de l'engagement révolutionnaire? Lacan est un penseur sceptique, c'est vrai, et en même temps passionné, c'est-à-dire l'engagement, la possibilité de croire encore en quelque chose, c'est-à-dire au désir, existe. Donc il ne faut pas désespérer le sujet, mais la seule chose qui peut compter, c'est l'éthique du désir, puisqu'il ne nous reste plus que ça.
ne pas céder sur son désir. Ça, c'est l'héroïsme moderne. Understanding, obviously, which, as it were, privileged the psychotic. And that was seen to be very dangerous, and perhaps it was. Contrairement à d'autres cliniciens, Lacan avait toujours accepté de recevoir en analyse des patients psychotiques ou suicidaires. Parfois, il ne parvenait pas à éviter les passages à l'acte. À la fin de sa vie, fasciné par les mathématiques, Lacan dessine des nœuds et des tresses, cherchant à formaliser en figures topologiques les trois éléments fondamentaux de sa doctrine. Atteint de troubles cérébraux, il perd progressivement la parole devant les auditeurs de son séminaire. Chacun regarde le vieil homme silencieux, privé de cette voix fulgurante et tragique qui avait tenu en haleine des générations d'intellectuels et de praticiens. Qu'est-ce qu'il a voulu faire par là, dans cette dernière période? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a, semble-t-il, parlé de moins en moins. Et il a voulu que quelque chose, dans une sorte de pythagorisme un peu étrange, l'usage des figures et des nombres, vienne signifier non plus simplement la rigueur des structures de l'inconscient, mais le réel lui-même. Le nœud était là pour essayer de transmettre, alors pas simplement le réel comme vérité, ou le réel comme indicible, mais le réel comme ce qui est là, dans sa plus grande nudité et sa plus grande insignifiance. La chute d'une ficelle et en même temps son enroulement. Qu'est-ce qui reste quand ça se défait? Un rien, pas rien, un rien. Et en même temps que ce rien forme la chose la plus complexe, c'est-à-dire tous ces nœuds du langage à quoi nous sommes pris et qui tissent notre vie. Je n'imagine pas que quelqu'un qui était engagé comme il l'a été, avec une passion, non seulement du signifiant, comme il dit, mais de la vérité, au sens où il se sert de ce mot-là, qu'une telle passion de la vérité, là où le sens même du mot vérité était si difficile à faire entendre, hein, je n'imagine pas qu'une telle personne peut vivre autrement que tragiquement. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a aidé à résister à toute... Lacan pulvérise cette règle. Il invente celle de la séance à durée variable qui conduit l'analyste à intervenir dans la cure par des césures ou par des interprétations afin que l'analysant explore plus rapidement ses fantasmes inconscients et perde moins de temps à énoncer des paroles vides. En 1971, Maria Bello, psychanalyste portugaise, décide de faire avec Lacan une deuxième tranche d'analyse après le suicide de sa sœur qui a bouleversé sa vie. Je crois que c'était dans les premières fois où j'étais venue dans le deuil de ma sœur, là. Et je me rappelle que je pleurais beaucoup et que j'avais pas de mouchoir. Bon, il s'est rendu compte et il s'est levé, il est sorti il m'a amené un mouchoir. Et puis bon, j'ai gardé le mouchoir parce que c'était un vrai mouchoir, c'est pas un mouchoir en papier comme on fait maintenant. C'était un vrai mouchoir de dame en dentelle. Un très beau mouchoir, je l'ai pris pour le laver, pour le lui rendre la fois d'après, et je me suis rendu compte que c'était vraiment un très vieux mouchoir et qui était déjà d'ailleurs déchiré parce que c'était en soie et c'était déchiré et dans mon truc là d'imaginaire, de transfert, j'ai passé quelque temps je ne sais pas très bien comment on dit ça en français, mais à réparer ce mouchoir, à faire une espèce de dentelle autour de cette déchirure qui en fait concernait beaucoup
symboliquement, en fait, je crois, la déchirure qui m'avait amenée chez lui, la qualité de sa présence faisait que ça déclenchait un travail. Chaque séance déclenchait un énorme travail analytique en moi, et que j'arrivais chez moi, j'écrivais des lettres de plusieurs pages que chaque fois j'allais mettre dans sa boîte à lettres pendant l'intervalle des séances. Et je pense que tout ce que j'ai fait, j'avais fait quand même quelques années d'analyse avant, que toutes ces années-là ont été une espèce de préparation, quoi, de préparation à ce qui a été déclenché à ce moment-là. Éviter les passages à l'acte. À la fin de sa vie, fasciné par les mathématiques, Lacan dessine des nœuds et des tresses, cherchant à formaliser en figures topologiques les trois éléments fondamentaux de sa doctrine. Atteint de troubles cérébraux, il perd progressivement la parole devant les auditeurs de son séminaire. Chacun regarde le vieil homme silencieux, privé de cette voix fulgurante et tragique qui avait tenu en haleine des générations d'intellectuels et de praticiens. Qu'est-ce qu'il a voulu faire par là, dans cette dernière période? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a, semble-t-il, parlé de moins en moins. Et il a voulu que quelque chose, dans une sorte de pythagorisme un peu étrange, l'usage des figures et des nombres, vienne signifier non plus simplement la rigueur des structures de l'inconscient, mais le réel lui-même. Le nœud était là pour essayer de transmettre, alors pas simplement le réel comme vérité, ou le réel comme indicible, mais le réel comme ce qui est là, dans sa plus grande nudité et sa plus grande insignifiance. La chute d'une ficelle et en même temps son enroulement. Qu'est-ce qui reste quand ça se défait? Un rien, pas rien, un rien. Et en même temps que ce rien forme la chose la plus complexe, c'est-à-dire tous ces nœuds du langage à quoi nous sommes pris et qui tissent notre vie. Je n'imagine pas que quelqu'un qui était engagé comme il l'a été, avec une passion, non seulement du signifiant, comme il dit, mais de la vérité, au sens où il se sert de ce mot-là, qu'une telle passion de la vérité, là où le sens même du mot vérité était si difficile à faire entendre, hein, je n'imagine pas qu'une telle personne peut vivre autrement que tragiquement. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a aidé à résister à toute réponse agressive à Lacan. Parce que je pensais que, oserais-je dire, je n'oserais pas dire comme moi, mais je pensais que cet homme avait une responsabilité tragique à assumer, la responsabilité d'une tragédie à assumer, et que quelle que soit sa parade, son paraître, son apparat, etc. Probably he was a difficult clinician to deal with, and I think there are all sorts of things that happened within his clinical practice which gained notoriety. In England, there were just rumours about the numbers of suicides and this sort of thing, that the very notion that Lacan was working at that psychotic edge frightened people, that he was working too close to psychosis, and there was something within his clinical practice which matched with his theoretical understanding, obviously, which, as it were, privileged the psychotic. And that was seen to be very dangerous, and perhaps it was. Contrairement à d'autres cliniciens, Lacan avait toujours accepté de recevoir en analyse des patients psychotiques ou suicidaires. Parfois,
il ne parvenait pas à éviter les passages à l'acte. À la fin de sa vie, fasciné par les mathématiques, Lacan dessine des nœuds et des tresses, cherchant à formaliser en figures topologiques les trois éléments fondamentaux de sa doctrine. Atteint de troubles cérébraux, il perd progressivement la parole devant les auditeurs de son séminaire. Chacun regarde le vieil homme silencieux, privé de cette voix fulgurante et tragique qui avait tenu en haleine des générations d'intellectuels et de praticiens. Qu'est-ce qu'il a voulu faire par là, dans cette dernière période? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a, semble-t-il, parlé de moins en moins. Et il a voulu que quelque chose, dans une sorte de pythagorisme un peu étrange, l'usage des figures et des nombres, vienne signifier non plus simplement la rigueur des structures de l'inconscient, mais le réel lui-même. Le nœud était là pour essayer de transmettre, alors pas simplement le réel comme vérité, ou le réel comme indicible, mais le réel comme ce qui est là, dans sa plus grande nudité et sa plus grande insignifiance. La chute d'une ficelle et en même temps son enroulement. Qu'est-ce qui reste quand ça se défait? Un rien, pas rien, un rien. Et en même temps que ce rien forme la chose la plus complexe, c'est-à-dire tous ces nœuds du langage à quoi nous sommes pris et qui tissent notre vie. Je n'imagine pas que quelqu'un qui était engagé comme